Bonsoir à vous qui regardez ce nouveau numéro de votre émission En toute diplomatie. Aujourd'hui, nous nous rendons dans une république sœur du Sénégal, un pays avec lequel nous partageons plusieurs choses, notamment des frontières maritimes et terrestres. Un pays avec lequel nous avons beaucoup de choses en commun, notamment la culture et la langue. Il s'agit de la République islamique de Mauritanie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être reçus par son Excellence, M. Mohamed Yahya Ould Teiss, ambassadeur du Sénégal en République islamique de Mauritanie. Avec lui, comme à notre habitude, nous allons passer en revue les relations d'amitié et de coopération qui lient la Mauritanie et le Sénégal. Et sans plus tarder, je vous propose d'aller les retrouver. Bonsoir, Excellence. Bienvenue. Merci. En terre mauritanienne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça va? Alors, nous sommes à la résidence de Mauritanie. Bienvenue en territoire mauritanien. Merci. La résidence de Mauritanie. Merci, Excellence. Voilà, quelques-uns de mes collaborateurs. Je vous présente Deysan, mon assistant. Bonjour. Ouda El-Bah, de la communauté mauritanienne, dans le bureau, et Keita, qui est responsable de la communication. Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va vous montrer des éléments de la culture, une culture que vous connaissez d'ailleurs très bien. Alors ici, nous avons un éventail d'habits féminins qui reflètent la culture mauritanienne et les différents types d'habillement, que ce soit ici les melahfa ou les pagnes également pour les composantes du foulard. Et vous êtes venu en sénégalaise, nous allons vous transformer en mauritanienne. Je vous laisse entre les mains de nos collaborateurs qui vont vous transformer. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Choisir-le. Faut choisir. Ça, c'est pour et le reste, c'est Notre tradition. Ok. avec les mariages. Ça, c'est pour les mariés. Pour les mariés. On porte ça le premier jour. D'accord. Et ça, c'est juste un feuille. Pas pour les décorer. Choisir une qui devient mauritanien. Tout est beau. Vous préférez cela? Bon, d'accord. Donc, on va prendre celui-là. Ok. Mhm. On va aller. D'accord. D'accord. Sortir de la main. Le restant de la voile, le fait comme ça. Maintenant, vous êtes une Mauritanienne. Machallah, tabarak. Ok. Oh, Excellence, me voici transformée en mauritanienne. Très réussie transformation. Merci. Vraiment, vous faites honneur à notre journée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Comme je vous l'annonçais au début, je suis aujourd'hui reçu par son Excellence M. Mohamed Yahya Ould Teiss, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Sénégal. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs en vos titres, grades et fonctions? Mohamed Yahya, comme vous l'avez dit, Teiss, ambassadeur de Mauritanie. Et je suis arrivé au Sénégal en août 2021 en venant du Niger. Donc, Dakar n'est pas votre premier poste? Non, j'ai exercé comme chef de mission à Londres de 2012 à 2018. Puis de 2018 à 2021, ambassadeur au Niger, avec comme circonscription des pays également couverts comme le Tchad, le Bénin, le Togo.
en quoi consiste votre mission en tant qu'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie accrédité au Sénégal? Alors, la mission est importante. Comme vous le savez, nous sommes deux pays voisins et l'ambassade gère effectivement une forte colonie mauritanienne. Nous avons des aspects diplomatiques proprement dits, des aspects consulaires et nous avons effectivement dans ce dernier cadre un suivi de notre communauté ici. Bien entendu, les relations bilatérales avec le gouvernement sénégalais sont au cœur de notre préoccupation. Alors je vais vous demander quand officiellement ont démarré les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Mauritanie, parce que dans les faits, les deux peuples ont toujours été en contact depuis des temps immémoriaux. Effectivement, la proximité dicte cela. Les deux États ont été indépendants en même temps, la même année, en 1960, et automatiquement, ils ont établi des relations diplomatiques. Le Sénégal fait partie des pays qui ont soutenu la Mauritanie pour son entrée à l'ONU en 1961. Le Sénégal, la Mauritanie, deux pays, un seul peuple, comme je l'ai dit. Les gens vont et viennent comme ils veulent. Alors, on a aussi des similitudes sur le plan de la culture et de la gastronomie. Mais est-ce que, en fait, pour parler de réalisation palpable sur le plan infrastructure, qu'est-ce qu'on peut dire entre le Sénégal et la Mauritanie? Beaucoup de partage, comme vous avez dit. Les deux pays ont des intérêts communs et gèrent ensemble des ressources également, comme le fleuve, par exemple, le Sénégal, qui est une ressource de laquelle on tire beaucoup de bienfaits et de dividendes. Et d'ailleurs, l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal est un outil qui gère ce fleuve et qui fait qu'on partage à la fois l'hydroélectricité, on partage l'irriguer au niveau des deux rives du fleuve pour l'agriculture, mais également les promesses du champ gazier dont on parlera dans cette émission. Justement, j'allais en venir. Un gisement de gaz a été découvert au large des côtes des deux pays. Alors, les deux pays ont passé un accord pour l'exploitation équitable de ce gaz, mais d'aucuns redoutent ce que l'on appelle la malédiction du gaz ou du pétrole. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce gisement de gaz ne constitue un litige entre les deux pays qui ont déjà connu des antécédents en 1989? Non, les contextes sont différents. Si on observe bien le processus à travers lequel ce champ gazier a été mis en place avec le partenaire BP, on sent qu'il y a beaucoup de maturité, beaucoup de concertation. Les deux États ont signé des accords de partage avec le partenaire également. Et je crois que la bonne entente qui existe actuellement entre nos deux présidents, le président Mohamed Ould Ghazouani et le président Macky Sall, sont un indicateur qu'il y a une forte volonté politique de rapprocher les deux pays et de gérer ensemble tout ce qui est ressources. Donc je n'ai aucune crainte de ce point de vue. Et on voit bien que le projet gazier proprement dit est passé par toutes ces phases avec succès. Il n'y a jamais eu, pour ainsi dire, un problème. Et nous sommes aujourd'hui en phase vraiment d'achèvement, de mise en place à 90%. Et donc la production va commencer incessamment. Alors, Excellence, permettez-moi de revenir sur les événements malheureux de 1989 qui ont eu des conséquences que tout le monde connaît. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'après 1989 avec le retour des réfugiés, des autres déplacés, leur réinsertion? Comment ça évolue? Car il semblerait qu'il y en a toujours qui sont laissés en rade. Cela a été un traumatisme vécu par tout le monde, douloureux, mais je crois qu'avec le temps, les choses se sont normalisées et les difficultés se sont dissipées. En 2007, et bien avant d'ailleurs, beaucoup de réfugiés ont jugé que la situation était satisfaisante et permettait le retour. Ils sont rentrés de leur plein gré en Mauritanie. À partir de 2007, les deux pays, le Sénégal et la Mauritanie, avec le HCR, ont signé un accord tripartite pour le retour des réfugiés en Mauritanie et leur insertion. Et pour cela, d'ailleurs, la Mauritanie avait créé l'ANER, qui était une agence nationale pour l'insertion, qui accompagne les réfugiés pour leur retour. Et je me rappelle très bien que les commissions avaient travaillé jusqu'à peut-être 2008-2009 pour faire rentrer des milliers de Mauritaniens réfugiés. À ce moment,
le HCR avait clôturé le dossier en pensant que l'opération de rapatriement a été un succès et que le dossier a été clos. Alors, je voudrais également parler du phénomène récurrent des pêcheurs sénégalais qui ont tout le temps des problèmes avec les gardes-côtes mauritaniennes. Et pourtant, si je ne m'abuse, il y a des accords de pêche qui existent entre les deux pays. Qu'en est-il exactement et qu'est-ce qu'on peut faire pour régler définitivement ce problème? Tout à fait. En matière de coopération dans le secteur des pêches, vous le savez bien, la Mauritanie jouit d'un certain nombre de quantités assez appréciables du point de vue de la ressource. Et le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, avait jugé important d'ouvrir l'accès de cette ressource aux pêcheurs sénégalais, notamment ceux qui sont à Saint-Louis. Le dernier accord en juin 2021 sur les pêches avait d'ailleurs permis de lever les redevances qui grévaient peut-être un peu cette activité, en tout cas du côté des pêcheurs sénégalais, et c'est une manière de faciliter leur accès à la ressource que d'avoir enlevé ces redevances. Pour ce qui est de l'exercice même des pêches dans des côtes mauritaniennes ou sur un territoire marin mauritanien, il y a effectivement des lois et des règlements, et les gardes-côtes sont là pour les faire observer. Bien entendu, on ne méconnaît pas la fraternité qu'il y a entre nous, et Dieu merci, depuis maintenant quelques années, il n'y a plus d'incidents. En tout cas, la ressource est ouverte pour les Sénégalais, moyennant le respect des règles et des règlements. Ce sont les Sénégalais, les pêcheurs qui outrepassent peut-être les espaces qu'on leur a attribués pour aller chercher le poisson mauritanien. Pêcher dans les eaux mauritaniennes suppose une réglementation des codes qui doivent être respectés par tout le monde d'ailleurs, même les citoyens mauritaniens qui s'adonnent à des activités doivent effectivement les respecter. Donc les autorités, en tout cas portuaires, les autorités au niveau des gardes-côtes et des côtes doivent faire respecter ces lois. Alors, Excellence, où en est-on avec le pont de Rosso qui devait être notre élément fédérateur entre les deux peuples? C'est un ouvrage emblématique de la relation Mauritanie-Sénégal. Et c'est un ouvrage qui va également ouvrir davantage de passerelles de rapprochement entre les deux peuples et les deux pays. Vous savez, la mobilité est très importante dans la sous-région. La libre circulation des personnes, d'ailleurs, au niveau des Sénégalais et des Mauritaniens qui circulent entre les deux pays, les facilités, en tout cas en termes de privilèges, sont là. Ils viennent avec des cartes d'identité de part et d'autre, et donc ils bénéficient d'un excellent système. Maintenant, le pont, proprement dit, qui a été lancé en 2021 par les deux présidents, c'est un pont qui est censé être construit en 30 mois. Les travaux sont très avancés. Il y a beaucoup d'infrastructures socio-économiques sur les deux rives qui doivent accompagner la mise en place de ce pont, de santé, d'eau potable, de routes rurales et d'axes routiers urbains. Et pour ce qui est de ces infrastructures, nous sommes entre 80 et 90% de réalisation. Le pont proprement dit a commencé à être mis en place physiquement et les travaux avancent bien. Les Sénégalais rentrent et sortent en Mauritanie. Les Mauritaniens, côté Sénégal aussi pareil. Mais il paraît qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont détenus en Mauritanie. C'est pour quel motif Je ne pense pas que le nombre de détenus mauritaniens, sénégalais en Mauritanie soit très important. Le plus important, c'est qu'ils bénéficient d'un système carcéral qui est très surveillé, vis-à-vis duquel d'ailleurs nous avons beaucoup d'agences à la fois nationales et internationales qui sont vigilantes du point de vue des conditions même des détenus. Et nous sommes conscients que les droits des détenus doivent être préservés et protégés. Et combien y a-t-il de Sénégalais en Mauritanie? Dans quel domaine d'activité? Et combien aussi y a de Mauritaniens vivant au Sénégal? Alors, c'est de tradition, comme vous le savez, que les Sénégalais viennent en Mauritanie y habiter. C'est leur second pays. Et depuis toujours, ils se sont sentis chez eux. Et nous avons grandi avec eux en Mauritanie. Il y a eu peut-être un recensement il y a quelques années de la part d'autorités diplomatiques consulaires sénégalaises. Je n'ai pas eu accès à ces chiffres, mais je sais qu'ils sont des milliers qui exercent dans beaucoup d'activités, notamment dans les services
et apporte pour la Mauritanie une certaine technicité, un certain savoir-faire et apporte à l'économie sénégalaise également le retour des fonds de la diaspora qui est très important pour le développement du Sénégal. Et les Mauritaniens vivant au Sénégal, avant ils étaient dans le commerce, mais maintenant les Sénégalais se sont appropriés ce domaine. Là aussi, c'est une tradition d'avoir des milliers de Mauritaniens au Sénégal qui s'adonnent surtout au commerce de détail. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans une moindre mesure, mais il y a des reconversions, ils font le transport, ils sont dans le cheptel, la vente du bétail, qui est d'ailleurs très important comme axe parce que la Mauritanie exporte vers le Sénégal des ruminants dans des quantités très importantes, surtout lorsque nous sommes à la veille de la Tabaski pour le marché sénégalais. Excellence, avant de continuer, nous avons fait un petit reportage sur la Mauritanie que je vais vous laisser regarder. Ensuite, on va poursuivre la discussion. Mettez play. La République islamique de Mauritanie, État d'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie s'ouvre à l'ouest sur l'océan Atlantique. Elle est limitée au nord-ouest par le Sahara occidental, au nord par l'Algérie, à l'est et au sud-est par le Mali et au sud-ouest par le Sénégal. Sa superficie est de 1 080 000 km², sa population estimée à 4 526 696 habitants. La capitale est Nouakchott. La devise nationale de la Mauritanie est l'Ouguia. La langue officielle, l'arabe. Immensité et platitude caractérisent les paysages de la Mauritanie avec de longues bandes de dunes. Le Sahara occupe les 2/3 du territoire. Nouakchott, la capitale, est devenue une agglomération importante qui accueille aujourd'hui le tiers de la population. La Mauritanie est également un pays d'élevage et d'agriculture. La mise en service du barrage de Diamant sur le fleuve Sénégal a permis d'accroître les superficies irriguées. L'exploitation du minerai de fer dans le nord du pays a été à l'origine d'un boom économique sans précédent. C'est aujourd'hui la pêche qui constitue la première richesse du pays. La Mauritanie est depuis 2006 un pays producteur de pétrole. Elle vend aussi du cuivre et de l'or. L'emblématique Mokhtar Ould Daddah devient le premier président de la jeune République islamique dont l'indépendance est proclamée le 28 novembre 1960. La Mauritanie et le Sénégal sont des pays voisins, amis et frères. Leurs populations se confondent du côté des deux rives du fleuve Sénégal. Des liens historiques et de fraternité unissent les deux peuples. Le bon voisinage caractérise les populations. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani et son homologue sénégalais Macky Sall entretiennent d'excellentes relations. Le pont de Rosso qui va franchir le fleuve Sénégal va révolutionner le quotidien des transporteurs et des habitants qui vivent de part et d'autre du cours d'eau. Le pont reliera la commune Rosso-Sénégal à sa jumelle Rosso-Mauritanie. Le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim est un autre symbole fort des relations bilatérales. Les deux pays partagent un important gisement gazier découvert en 2015. Alors, Excellence, après la lecture de ce petit reportage, j'espère que nous avons réussi à présenter la Mauritanie comme il se doit. Tout à fait. Et ça a été le panorama sur les questions économiques, les questions qui concernent en tout cas la relation entre les deux pays, le Sénégal et la Mauritanie, et cela a été très bien souligné dans le reportage. Alors, est-ce qu'à ce stade, vous êtes satisfait de l'état de la coopération entre la Mauritanie et le Sénégal, ou bien vous pensez qu'il y a encore des choses qui restent à faire? Il y a toujours des marges d'amélioration souhaitables et possibles. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes à un niveau de bonne entente et d'harmonie dans les relations qui est le plus élevé jamais enregistré. Et cela tient de la volonté des deux chefs d'État, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et comme cela est bien apparu dans le reportage. Et si vous deviez donner une note sur 20, combien donneriez-vous? Je donnerais 19 sur 20. Il faut toujours laisser une marge pour l'amélioration. C'est gentil, ça. Alors, Excellence, la question des droits de l'homme soulève souvent des passions, notamment en Afrique et aussi au plan international.
Quelle est votre opinion sur le sujet et qu'en est-il de l'état de droit en Mauritanie? Vous l'avez bien dit, la question des droits de l'homme est passée par des phases, notamment passionnées et même politisées. La Mauritanie, à l'instar de beaucoup de pays africains et de la sous-région, s'est également confrontée à cette question des droits de l'homme qui, du point de vue du droit, requiert une modernisation de l'arsenal juridique en faveur des droits civils et politiques et en faveur également des droits économiques, sociaux et culturels. Nous sommes conscients de cela et c'est pour cela que la Mauritanie a ratifié et adhéré à la plupart des conventions internationales portant sur les droits de l'homme, les fameux instruments comme les pactes sur les droits civils et politiques et celui sur les droits économiques, sociaux et culturels. Nous sommes conscients qu'il y a là des aspects sensibles parce que c'est la vie des citoyens, c'est également la protection des plus vulnérables, des exclus, de ceux envers qui nous avons le devoir de faire des politiques publiques afin de les tirer de leurs conditions. Alors, Excellence, au cours de la discussion, on nous a servi du thé mauritanien que nous allons goûter avant de poursuivre. Voilà, ça c'est la tradition mauritanienne qui veut qu'on fasse 3 verres. 3 verres, d'accord. Et que l'on les prenne. On partage avec vous ce goût du thé, ataya comme vous dites. C'est bien léger avec beaucoup de menthe, c'est bon. Et un peu de mousse, donc. Pas fort comme le thé sénégalais. Alors, Excellence, le président Macky Sall, qui était à la tête de l'Union africaine, a passé le flambeau aux Comores. Alors, quelle est votre appréciation du bilan du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine? Oui, la présidence en exercice de l'Union africaine que le président Macky Sall avait exercé le long de cette année écoulée a coïncidé avec beaucoup d'événements, dont la guerre en Ukraine par exemple, et son impact sur l'approvisionnement de l'Afrique en général, mais également le président s'est positionné, Macky Sall, sur le plaidoyer en faveur de l'Afrique auprès des autres États et sur le plan international. Et ce plaidoyer a porté haut la voix de l'Afrique en matière de revendication des réformes du Conseil de sécurité afin de trouver une place à l'Afrique, en tout cas, ou qu'il soit représenté de manière permanente. C'est un plaidoyer également sur tout le partenariat international, par exemple sur les énergies fossiles et leur financement, sur les droits de tirage afin de faire, en tout cas, des possibilités de financement pour l'Afrique. Et il est allé en Russie également dans le cadre de cette guerre afin de trouver des possibilités d'approvisionnement pour l'Afrique. Donc ça a été une très bonne présidence, une présidence au nom du continent et qui a fait bouger les lignes, comme on dit. L'Excellence, on a assisté ces jours-ci dans Dakar à beaucoup de poussière apportée par grand vent. Et quand c'est comme ça, souvent les gens disent que ça vient de la Mauritanie. Est-ce que vous êtes d'avis que ce vent-là provient de la Mauritanie? Et qu'est-ce que les deux pays peuvent faire en termes d'efforts pour vraiment limiter ces effets de la désertification? Les questions sur l'environnement sont très importantes. Et le Sénégal a, d'une certaine manière, une expérience en termes de préservation de l'écosystème forestier qui est à la base de la lutte contre l'aridité, les sécheresses et donc les vents de sable. C'est vrai que la Mauritanie est aux 2 tiers saharienne et désertique et cela fait que au niveau des forêts, nous avons toujours un déficit. Ce qui est important, c'est que nous devons profiter des expériences des pays frères, comme le Sénégal, afin de reboiser également. Et je pense que la lutte contre la désertification est également une lutte contre les vents de sable. Et le projet de la Grande Muraille verte de l'Union africaine, dans lequel la Mauritanie et le Sénégal sont membres, vise justement à reprendre du vert le long de cette ligne qui va de l'ouest africain vers l'est africain et qui va permettre de créer cette barrière verte entre nos pays et l'avancée du désert. Justement, pour parler de cette grande muraille verte, là, c'est un projet qui tarde vraiment à se concrétiser à
arriver à son terme. Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui est voué à l'échec? Non, ça fait plusieurs années maintenant qu'on n'a pas vraiment atteint les objectifs. Je suis optimiste. Il vient d'être relancé à travers le renouvellement de son secrétariat exécutif. Nous savons qu'il y a beaucoup de financements qui attendaient justement ce renouvellement du secrétariat exécutif du projet de la Grande Muraille Verte, dont le siège est à Nouakchott. Il y a quelque chose comme 16 pays qui en sont membres et c'est un projet ambitieux. Il vise à tirer de l'eau le long de cette ligne qui va de l'ouest africain vers l'est africain et qui vise également à mettre des aménagements d'eau potable et à recréer des conditions favorables aux forêts, aux arbres, au reboisement. Et je pense que ce second souffle qui a commencé il y a moins d'un an, espérons-le, pourra donner un nouvel élan pour le projet. On l'espère. Alors, après les questions d'ordre bilatéral, j'en reviens à vous personnellement. Comment se déroule une journée de son Excellence Mohamed Yahya Teiss? J'allais dire une journée ordinaire, mais une journée qui commence par le travail, qui se poursuit par le travail et qui finit tard dans les cocktails. À Dakar, nous avons... De temps à autre. De temps à autre. Mais Dakar est un hub diplomatique qui fait que nous sommes constamment sollicités, mais également nous avons beaucoup d'opportunités de nouer des relations de travail professionnelles et diplomatiques avec de nombreux pays. Alors, Excellence, est-ce que vous pensez que peut être ambassadeur qui veut, ou bien il faut être diplomate de carrière pour faire un bon ambassadeur? Vous avez résumé sans doute les prérequis pour cette fonction, mais sans épuiser les talents et les compétences que beaucoup d'autres peuvent avoir en eux et qui leur permettront, tout en n'étant pas des ambassadeurs de carrière, d'exercer également avec talent cette fonction. Alors, est-ce que durant votre séjour au Sénégal, vous n'avez jamais eu à être confronté à une situation désagréable ou inconfortable? Je me sens très bien au Sénégal et ce n'est pas étonnant. Je suis d'une certaine manière chez moi et même si cela rend le travail plus volumineux, il y a également la qualité de vie qui est ici au Sénégal, qui est agréable. Et le Sénégal s'est beaucoup transformé sur le plan urbain, sur le plan rural, sur le plan infrastructurel, au niveau des services. Donc la qualité de vie est agréable et c'est là, je dois dire, grâce au plan Sénégal émergent qui travaille pour un avenir vraiment meilleur et de plus en plus amélioré pour le quotidien des Sénégalais et également pour les étrangers qui en profitent. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus au Sénégal ou qu'est-ce qui vous plaît moins? Nous avons la teranga, qui est cette fameuse hospitalité très agréable. Vous savez, quand on vient dans des pays étrangers, même proches et frères, et qu'on est accueilli à bras ouverts, cela fait chaud au cœur et ça dénote d'une bonne vie que l'on peut mener malgré les difficultés professionnelles qui parfois surviennent. Ce que j'aime dans le Sénégal, c'est cette simplicité de la vie à laquelle nous pouvons céder parfois en voyageant d'un village à un autre et cette chaleur humaine qui se dégage. Nous avons beaucoup de ressemblances sur le plan culturel, sur le plan culinaire. Est-ce que vous avez un plat national à l'image du tchéboudienne en Mauritanie? Je perçois une pointe de défi dans la question en faveur du tchéboudienne, mais je dirais que le couscous est un plat très partagé en Mauritanie, du nord au sud vers l'est, et c'est également un plat très apprécié. Le couscous est un peu différent de notre couscous. Oui, il est tout plus petit. Il est un peu brun. Oui. Il est parfois, ça dépend des régions, il peut avoir de gros grains comme il peut avoir des petits grains. À mesure qu'on va vers le nord, il se rapproche du maghrébin, mais c'est un couscous qui a construit le quotidien des Mauritaniens auquel ils sont très attachés. Est-ce que vous avez un plat préféré dans la cuisine sénégalaise? Je ne peux pas faire de jaloux au niveau des plats, mais je dirais que le mafé est un très bon plat que j'apprécie beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui sur le plan culturel et sur le plan culinaire? Alors, nous avons sélectionné une variété de produits qui peuvent donner une idée de la diversité culturelle mauritanienne.
Également, dans le cadre gastronomique, nous avons sélectionné quelques plats principaux qui seront préparés, qui sont d'ailleurs prêts et que nous allons vous faire découvrir. Quels sont ces noms de ces plats? En allant du méchoui farci, le mouton, au couscous dont je parlais tout à l'heure, au riz à la viande et un autre plat plus traditionnel qu'on appelle le ksour. C'est des galettes qui sont faites avec le blé cuite et qui sont mélangées avec de la viande et de la sauce. Je vous ferai découvrir cela tout à l'heure. Il n'y a pas de lait de chamel et des dattes? Le lait de chamel, les chamels sont dans le centre du Sénégal, il me semble. Mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus au Sénégal, les gens utilisent, ou en tout cas s'alimentent avec le lait de chamel, qui était un peu la chasse gardée des Mauritaniens. Mais on s'ouvre ici avec de beaux cheptels, de beaux chameaux qui sont ici. Alors, Excellence, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir sur le plan culturel? Alors, nous avons une variété de produits culturels qui, pour certains, reflètent un peu la tradition et pour d'autres donnent une idée de la diversité culturelle mauritanienne. Je vous invite à voir ces produits culturels. Alors, ici, nous avons des dessins typiques de l'Est mauritanien, des villes anciennes qui sont un peu sur les portes du désert. Nous avons ici ce produit, des dessins qui sont très anciens et dans les villes du désert, les fameuses villes, les villes anciennes qui sont classées par le patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est Walata. Et ce tableau qui reflète également des aspects où vous voyez une marmite dans l'ancien style qui est posée sur des pierres pour qu'elle puisse s'asseoir et on met du charbon dessous. Plus bas, vous avez une tabatière avec une pipe. C'était aussi l'ancien style. Les pipes sont faites en fer et parfois en os. Ça dépend de... Le narguilé, comment on appelle? C'est en fait du tabac, manège. Ces choses-là existent toujours? On appelle... Il y a des gens qui utilisent cela, effectivement. Okay. Toutes d'ailleurs. Et la théière là-bas, qui semble versée dans un verre. Et puis, vous avez qu'on appelle une certaine calebasse pour le lait. Zrik, ou bien le lait frais qu'on vient de traire de la vache ou du mouton ou du chameau. C'est le genre de calebasse qu'on utilise beaucoup en Mauritanie. Plus maintenant beaucoup, mais en tout cas. Alors, ici, nous avons une variété de choses. On commence par la tablette coranique. C'est ce qu'on appelle l'oh. L'oh, c'est un peu la tablette dans laquelle, depuis de longs siècles, les enfants apprennent le Coran, qui est écrit et qui est un peu effacé pour réécrire la prochaine sourate et ainsi de suite. Des générations et des générations ont récité le Coran par le biais de ces tablettes. Vous avez ici un éventail d'oreillers. On appelle cela les poufs. Vous voyez bien que c'est du cuir avec des coloris verts et rouges qui sont mis ici avec des tresses. C'est fait par les femmes ou les hommes ou les deux? C'est les deux, mais c'est surtout les femmes qui font un peu ce genre de... Et c'est fourré avec des produits... C'est beau. Probablement des herbes. Vous avez ici, c'est une sorte de pochette pour mettre un certain nombre de choses. C'est généralement sous la tente ou dans la case. On a souvent ces produits, toujours en bois. On garde de la viande dedans ou bien? Non, on garde des produits autres comme le thé, le sucre, des choses de ce genre. Vous avez ici ce qu'on appelle tadit. Ça, c'est un produit typique pour la traite des vaches. Oui. Et vous savez, pour avoir du lait chaud, avant de traire la vache, ils mettent des braises. Des braises qui sont rouges. Et puis on les enlève pour maintenant traire le lait et le lait devient chaud au moment où on le... C'est des choses qu'on utilise toujours encore?
Oui, dans certaines Dans parties. certaines parties. Dans certaines parties, parce qu'on s'industrialise un petit peu dans la question de... Ça, c'est une selle de chameau. Selle, ok. Sur celle-là, qu'on la place sur le chameau, et puis la personne On s'assoit. s'assoit dessus. Mais il ne peut s'asseoir que lorsque le chameau est à terre. Baraqué, et après il va se lever, c'est un exercice. Ici, nous avons un chapeau typique du sud mauritanien, que certains peuvent mettre contre le soleil, mais également ça ressemble à quelque chose pour couvrir des récipients dans lesquels il y a des aliments ou autre. Ça peut être ambivalent. Et ça, c'est un jeu. C'est le principal jeu dans les parties mauritaniennes, les contrées rurales et autres. Ça s'appelle le krour. C'est un certain nombre de pièces. Oui. Un jeu très prisé sur lequel passe le temps, qui a ses règles, mais qui a tendance à disparaître parce qu'aujourd'hui, nous avons d'autres choses numériques qui se sont substituées à ces choses traditionnelles. Ici, nous avons également un tableau d'une personne ou d'une famille sans doute qui sont prêts à voyager dans ce qu'on appelle les caravanes qui vont franchir le désert pendant des jours et des jours sans eau. Et donc tout ce qu'ils ont est là-bas harnaché sur ça. La tente qui va leur servir d'habitat et les aliments qu'ils vont manger et l'eau qu'ils vont boire. Ça, c'est une vie, un domicile qui se déplace d'une certaine manière, avec tout ce qu'ils ont. La tente est là. Et dès qu'ils viendront à destination, ils vont courber le chameau pour prendre la tente et l'installer et mettre leur habitat. C'est vraiment ce qu'on appelle... Ils remballent tout et ils repartent. Quand on peut emballer sa propre maison et partir et la déballer quelque part, c'est vraiment de la transhumance et du nomadisme. Ici, dans le prochain et dernier tableau, nous avons une variété des dattes mauritaniennes. Ici, c'est la culture oisienne. La culture oisienne où nous avons beaucoup de palmiers. Et donc, ça, c'est la variété de dattes la plus prisée. Celle qui est en train de mûrir et qui garde également une moitié pas encore mûre. Et ça fait, on appelle ça tigla. Et c'est très apprécié en Mauritanie. Nous allons passer par le thé. Ça, nous avons vu la tabatière dans un autre, et la calebasse où on met le lait. On va se déplacer vers le thé. Alors, voici le rituel du thé qui est, que nous partageons, qui est plus léger chez nous. Beaucoup de menthe, oui. Et il met de la menthe, il met du thé, il fait une infusion. Et là, il est en train de faire la mousse. Et ce sont 3 verres qui se succèdent, avec un intervalle peut-être d'une dizaine de minutes entre chacun. Ça se voit à longueur de journée, quoi, à n'importe quelle heure de la journée. Vraiment très apprécié et très pris à longueur de journée, un peu partout en Mauritanie. C'est le prétexte à la jama'a, c'est-à-dire le groupe de gens qui se retrouvent et qui vont discuter en se donnant des nouvelles, les uns les autres, et en dévisant comme ça et en dégustant le thé. Vous avez également ici au Sénégal ce rituel du thé. Effectivement, aussi on a ce même rituel du thé, sauf que chez nous le thé est un peu plus fort, moins coloré, plus coloré, plus doux que ça. Mais nous partageons cette passion du thé à terre. Voilà. Et après, je vous invite à voir la table gastronomique dans laquelle nous allons vous montrer les plats et faire une dégustation des divers plats que nous avons sélectionnés. Donc, ici, nous avons une variété de plats que j'ai sélectionnés pour vous donner une idée de la gastronomie chez nous. Le premier est le couscous, dont on a parlé. Il est cuit à la vapeur, avec son mouton, c'est la viande de mouton. Et ici, nous avons le riz. Le riz à la viande, agrémenté de quelques légumes. Donc ça fait aussi partie des plats principaux qu'on utilise beaucoup,
en Mauritanie. Ici, nous avons le mouton farci Ok. avec du couscous, qui est un des mets des traditionnels Très apprécié. mauritaniens. Et ça, c'est le plus traditionnel, c'est juste des galettes fines. Ça, c'est la sauce qui va avec. Vous avez bien sûr le fameux méchoui. Un fondant. Donc, C'est bon. Ouais, on va mettre cherry beef et tout. Ok, c'est bon. ça va? Ça va. On y C'est va. bon. Nous allons passer à la dégustation. Merci. Ouais, c'est beaucoup. Pourquoi? C'est le fameux farci du méchoui. Alors, nous venons de nous régaler avec ces différents mets succulents que vient de nous présenter son Excellence, Monsieur Mohamed Yahya Ould Taiss. Merci encore, Excellence, de nous avoir reçus aussi chaleureusement chez vous et de nous avoir fait découvrir la gastronomie mauritanienne. Alors, avant de nous quitter, est-ce que vous avez un dernier mot? Merci de nous avoir honorés de votre présence et de cette visite et de nous avoir offert l'opportunité de vous présenter en tout cas quelques aspects de notre culture qui est également votre seconde culture. Et vous m'avez interrogé sur le mot de la fin. Je dois dire que l'avenir des relations entre le Sénégal et la Mauritanie est plein de belles promesses. Mais je n'ignore absolument pas les difficultés qui peuvent survenir ici ou là. L'essentiel est que l'on puisse cueillir ensemble les fruits de cette belle entente et de transformer les échecs en résilience. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Mais avant de vous lâcher, nous avons décidé d'inclure une petite rubrique désormais dans cette émission. Et heureusement ou malheureusement, vous allez être le cobaye. Donc, il s'agit que je vous pose des questions, mais vous ne répondrez ni par oui ni par non. Et à la fois où vous direz oui ou non, on s'arrête. Et si vous êtes assez fort pour ne pas dire oui ou non, on arrêtera quand même, mais on va démarrer. Excellence, il paraît que vous avez 20 femmes et 50 enfants. Je ne pense pas que quelqu'un puisse avoir un tel nombre, en tout cas pas moi. Vous avez fait de la prison. Jamais. Et les enfants mauritaniens, ils sont nourris avec du lait de chamel. Hein? C'est un lait qui est apprécié et dont les vertus sont très nombreuses. Et c'est pour cela qu'on le recommande pour les enfants. Vous réfléchissez trop avant de répondre. Alors, les femmes mauritaniennes, il paraît, plus elles ont divorcé, plus elles ont de la côte. C'est bien ça? Il y a des légendes sociales qui disent des choses qui amusent plutôt. Mais la réalité est dans ça et dans autre chose également. Est-ce que vous avez une épouse sénégalaise? Non. Là, je vous ai eu. Donc c'est la fin de... Ah, voilà, donc je l'ai eu quand même, malgré qu'il réfléchissait beaucoup avant de répondre. Merci de nous avoir suivis. Nous étions aujourd'hui invités par son Excellence, M. Mohamed Yahya Ould Taiss, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Sénégal. J'espère que vous avez pu en apprendre davantage sur les relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays. À nous retrouver pour un nouveau numéro. Bonsoir chez vous.